Et pour politiser vous, nous avons Vincent Gibert, conseiller départemental éducation et laïcité, conseiller départemental de la Haute-Garonne. Rebonjour. Bonjour. Bon, là, on va pas se mentir, vous avez été là depuis qu'on discute avec Salah Mokrane. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui vient d'être dit justement? Moi, je me suis retenu de pas prendre sur ce temps qui était le temps de Salah, mais cette idée que par le débat, qui sous-entend donc une rencontre et un échange avec l'autre, on se comprend mieux, que par le débat et la controverse finalement, les idées se frottent et on arrive à avancer ensemble. Je crois que c'est ce qui est défendu par le Tactique Collectif dans cette volonté d'ouvrir des espaces hybrides entre le dialogue et la culture, avec quand même une dimension, disons-le, c'est d'aller vers une société dans laquelle on puisse bien vivre ensemble. Parce que, je veux dire un mot à ce sujet, vous faisiez référence à ce que pouvaient dire les médias. Moi, c'est pas tant les médias dans le sens de celles et ceux qui animent les émissions, mais plutôt les espaces qui sont ouverts à des gens qui aujourd'hui font un mal fou. Les polémiques récentes qu'il y a pu y avoir à l'occasion, par exemple, de la cérémonie des Jeux Olympiques, où des voix se sont exprimées de façon très libre dans les médias pour dire que finalement on pouvait pas être français si un fragment de notre identité était telle ou telle orientation sexuelle, qu'on n'était pas complètement français si notre couleur de peau était plus ou moins foncée. Ça fait des dégâts fous sur des gens qui s'interrogent sur le fait de savoir s'ils sont bien français, alors que oui, la France, c'est des identités multiples et personne ne peut être réduit à un simple fragment d'identité, que ce soit sa couleur de peau, ses convictions religieuses ou non, son orientation sexuelle. Non, ce n'est pas ça. Un individu, c'est quelqu'un qui est complexe. Et on peut être dans une parfaite complexité et être français. Et moi, je crois que c'est plutôt ça qui m'inquiète dans la période que l'on traverse actuellement. Justement, ce terme d'identité, moi j'ai l'impression que par moment il est mal compris. Moi j'entends parler des fois des gens dire d'identité musulmane ou d'apparence musulmane. D'identité, les gens ont tendance à confondre l'origine, la nationalité, voilà, qui devrait être d'ailleurs quelque chose de choisi et de pas imposé. Et aussi tout le côté religieux et tout. J'ai un peu l'impression que tout se mélange dans tout ça. Mais on oblige, certains obligent les individus à choisir un élément avec lequel il devrait se définir. Alors qu'un individu, il faut accepter qu'un être humain, c'est un être qui est complexe et qu'une identité, elle est faite de plusieurs choses. Elle est faite d'une histoire, d'un parcours de vie, d'une formation, de passion. Bref, il faut accepter que l'humain est complexe et aujourd'hui, on oblige des humains à se réduire à ce que serait leur confession, leur foi. Non, il faut sortir de cette idée-là que finalement, on devrait être réduit à ce qu'on nous impose et on devrait pouvoir choisir et assumer le fait d'être des personnalités très complexes. Et c'est là où vient s'initier la laïcité, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui, la laïcité? Parce qu'il y a grand débat là-dessus. C'est soit on montre tout, soit on montre rien. Comment aujourd'hui la laïcité se traduit dans la République, finalement? Ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que la laïcité, c'est une loi qui protège. Elle protège celles et ceux qui ont des convictions religieuses d'avoir la capacité de croire, de pratiquer leur culte. Donc elle protège celles et ceux qui ont une conviction religieuse. Elle protège celles et ceux qui n'en ont pas. Du fait de ne pas en avoir, ils peuvent l'assumer, ils ne doivent pas être mis en danger, ils ne doivent pas être handicapés vis-à-vis de celles et ceux qui en ont une. Et puis il protège aussi l'État et la décision publique et la puissance publique de l'influence de ces religions-là. C'est-à-dire que ça protège à la fois les individus, mais ça protège aussi à la fois la puissance publique de l'intervention des religions dans la décision. Ça ne veut pas dire que les pouvoirs publics n'entendent pas, n'écoutent pas les voix de celles et ceux qui ont des confessions religieuses et celles et ceux qui n'en ont pas. Mais ce n'est pas à eux de faire la loi et ce n'est pas à eux de dicter la loi et donc à une religion plutôt qu'une autre de venir dicter la loi. Et donc moi je crois que ce qu'on perd de vue aujourd'hui, c'est que la laïcité, ça permet un apaisement de la société. Et aujourd'hui, certains voudraient en faire tantôt un outil d'oppression de certaines et de certains, et je pense qu'on doit revenir à cette idée qui était l'idée originelle, qu'on est sur une loi de protection. Je me tourne au niveau de Salah Mokrane, qu'est-ce que... Là, je ne peux que plus soyer, c'est-à-dire souscrire à ce que vient de dire Vincent Gibert. Non, mais ce qui est important dans cette vision-là, c'est que ça permet vraiment de poser un cadre
dans lequel, y compris quand on est engagé, comme on l'est avec le tactique collectif et origine contrôlée, sur des sujets de lutte contre les discriminations, y compris d'ailleurs de lutte contre les discriminations à l'égard, par exemple, des musulmans, où ça permet en fait d'avoir un cas dans lequel on peut agir. Moi, c'est ça que ce que je trouve intéressant dans ce qui vient d'être dit, et bon, dans ce qui est fait, parce qu'on va pas faire comme si c'était semblant. Il y a des actions, nous, du département, par exemple, le parcours laïque et citoyen auquel on participe, ou le programme qui s'appelle les chemins de la République, dans lequel on programme des choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà parfois, des différences d'appréciation, de sensibilité, ce qui se passe ici, moi je tiens à le dire. Si c'était pas le cas, je le dirais pas. Hein. Il le sait. Tout le monde le sait. Donc mais c'est qu'à un moment donné, on a un cadre où on nous impose pas, où ce qui est imposé, on nous impose pas une vision des choses, et notamment, on nous impose pas une laïcité d'exclusion. Parce que bon, en fait, ça m'embête de rajouter cet adjectif-là, mais en gros, pour faire simple, voilà, aujourd'hui dans le débat public, l'argument de laïcité du point de vue de certains courants politiques, il sert à discriminer. C'est pas le cas c'est pas le cas ici, et c'est pas le cas dans ce que dit Vincent Gibert. On est là, on peut débattre, et après, franchement, c'est un trésor de l'histoire politique française, quoi, la laïcité. Je veux dire, il y a pas beaucoup de pays il y en a quelques-uns, il y a pas beaucoup de pays où on a cette vision des choses, et voilà, c'est un cadre qui nous protège, qui nous permet des choses. Justement, est-ce que c'est pas dû au fait qu'on serait passé de la notion d'intégration que vous défendez apparemment autant l'un que l'autre à la fameuse notion dite d'assimilation, où là c'est plus la même. L'intégration, c'est on se nourrit les uns les autres et comme tu disais, on fait société. Alors que l'assimilation, c'est on est tous pareils. En plus, si on le veut pas spécialement, on ne voilà, pas l'intérêt. Pour citer un certain mec qui aime beaucoup que les gens s'appellent Corinne, l'assimilation, c'est à Rome tu t'habilles comme les Romains et on perd la richesse. Je ne sais pas si le débat il se fait simplement sur ces deux termes-là. En tout cas, je pense qu'il se fait entre celles et ceux qui n'acceptent pas qu'une société elle soit en mouvement, qu'elle évolue dans le temps, et celles et ceux qui pensent qu'elle doit être figée et qu'elle ne doit jamais changer. Moi, je crois que ce que disait tout à l'heure Salah, par exemple, sur finalement l'apport de celles et ceux qui un jour étaient venus d'un autre pays en France dans les pratiques culturelles, dans les courants culturels français. Bon, mais au moment où ils sont arrivés, ils étaient des immigrés. Mais il faut accepter que ce n'est pas un état permanent. Et que à un moment, lorsque l'immigré acquiert la nationalité française, il devient français. Point à la ligne. Et il faudrait que les choses s'en arrêtent là. Mais systématiquement, vous avez une volonté à ce que on rappelle à chacun quelle était son histoire, son origine, alors que sa personnalité, elle est bien plus diverse que simplement son origine et oui, je vais me faire allez-y. Oui, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que je fais l'avocat du diable parce qu'il n'y a pas le choix, mais est-ce que justement la France n'est pas dépassée? Est-ce que voilà, on se dit on peut plus loger les gens, on peut plus. Il y a cette réflexion qui s'est même faite l'autre jour sur le plateau quand on recevait sur notre plateau SOS Méditerranée. Voilà, on avait posé la question. Justement, est-ce que la France n'est pas dépassée par tout ça, se sent un peu perdue, n'arrive plus? Il faut virer des Français. Hein? Du coup, faut virer des Français. Non, mais voilà, la question, elle se pose, donc je la pose. C'est pour ça. Mais essayer de faire croire que la terre entière, alors là, on a glissé sur l'enjeu de l'immigration, on glisse vite de l'un à l'autre, mais essayer de faire croire que la terre entière voudrait immigrer en France, c'est une idée fausse. Par contre, on a la responsabilité, je pense, en tant que pays dans lequel la solidarité, notamment l'enjeu de fraternité fait partie de nos valeurs, d'organiser les conditions de cette solidarité, y compris vis-à-vis de peuples qui sont éloignés. Et moi, je vais vous dire, par exemple, la décision qui vient d'être prise là, de réduire drastiquement le budget de l'aide aux pays en voie de développement, un peu plus d'1,5 milliard d'euros. Je pense que c'est la plus mauvaise décision, par exemple, que l'on pouvait avoir, parce que là, vous créez une contrainte pour celles et ceux qui voudraient potentiellement rester chez eux, mais dans lesquels les conditions de vie ne sont pas remplies ou ne permettent pas de se projeter dans son pays, là, vous créez les conditions. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de faire croire que la France serait à la veille d'une invasion. Il y a après des dispositifs pour réguler l'immigration qui ont toujours existé, dans des gouvernements de gauche et dans des gouvernements de droite. Donc ça, après, ça existe et ça continuera à exister.
Alors justement, vu qu'on aime bien sauter d'un sujet à l'autre, Oui, parce je que le sens. parce que tout est lié. Salah justement soulignait tout à l'heure l'importance des élus locaux. Vous le dites, du haut du gouvernement central, vu que la France est un pays centraliste, on décide de faire des choses avec lesquelles les élus locaux, qui eux sont sur le terrain, ne sont pas forcément d'accord, et voilà. J'ai envie de demander si quelque part la France décentralise, mais ne décentralise pas mal. C'est-à-dire en vous donnant à vous des responsabilités, tout en vous retirant des moyens, en prenant des décisions sans écouter les élus locaux. Oui, je sais, elle est compliquée. Vous avez 2 heures. Ouais, la question est complexe. Non, nous, par exemple, en tant que département, on a un cadre. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de missions qui sont des missions obligatoires. Puis après, on a un cadre de politiques sur lesquelles on peut intervenir. Et on a un cadre aussi de politiques sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Donc, ce cadre, de toute façon, nous, on s'y plie parce qu'on est des républicains et parce que la décentralisation s'est faite successivement par différentes lois et que on respecte la loi. Ce qui est une certitude, c'est que notre majorité, notre institution et son président, on fonde nos politiques sur un socle de conviction, un socle de valeurs. Donc on va vers les citoyens, on leur dit voilà ce qu'est le projet, par exemple, qu'on souhaite mettre en œuvre pour une mandature. C'est ça la démocratie, c'est aller vers les citoyens, leur dire ce qu'on va faire et puis le mettre en œuvre. Ce qu'il se passe, c'est que parfois entre le moment d'une élection et puis la fin d'un mandat, eh bien les règles du jeu changent. Et là, on est dans une période dans laquelle le gouvernement est en train de changer les règles du jeu. Et donc nous, on s'interroge sur la façon de mettre en œuvre les engagements qu'on avait pris pour vis-à-vis des électeurs. C'est eux qui les ont choisis. Et comment les mettre en œuvre alors qu'on a des moyens qui, au milieu de l'année, par surprise, changent. Donc là, oui, on est dans une difficulté. Je pense qu'il peut y avoir des dialogues sur à quel échelon doit se faire la décision, mais je pense qu'il faut un peu de stabilité pour que cette stabilité permette à ce qu'on puisse mettre en œuvre ce pourquoi on s'engageait. Et puis après, à la fin, on change ou on change pas. C'est à l'État, c'est aux régions, c'est aux départements, c'est aux villes, on verra. Mais en tout cas, qu'il y ait un peu de stabilité et des compétences et des ressources pour les collectivités. Justement, peut-être ces compétences du département sont peut-être pas toutes connues. Alors, on va pas toutes les citer parce qu'il y en a un paquet. Elles risquent d'être réduites sur le social notamment. Voilà, il y a une partie du social, il y a les collèges. C'est quoi exactement les principales compétences? Là aussi, j'ai 2 heures. Non, la moitié. L'ADN d'un département, c'est la compétence sociale. C'est l'accompagnement des personnes au RSA. C'est l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, notamment, donc les personnes âgées. C'est l'accompagnement des personnes handicapées. C'est la protection de l'enfance. Toute l'enfance en danger au sens physique, social du terme. Ça, ce sont les grandes compétences sociales des départements. Il y en a d'autres, mais ensuite on a une grande compétence en termes d'éducation, oui, donc dans l'entretien, la construction des collèges, avec après une capacité à mener des politiques. Il y a une compétence croisée, c'est-à-dire une compétence sur laquelle d'autres collectivités ou l'État peut aussi venir en termes de logement, en termes de culture, en termes de sport. Voilà. Donc le département, il intervient dans de très nombreux champs. Et je vais fâcher des collègues qui mènent des politiques et le président qui a la vue sur toutes, mais il y en a d'autres. Donc on est vraiment sur un échelon qui est un échelon de proximité. Et on a une élection qui est une élection particulière dans l'identité des départements. C'est qu'on est sur des cantons. Donc on a chacune et chacun la connaissance finalement un peu plus fine d'une partie du territoire et on est élu en binôme. Une femme, un homme sur chaque territoire, ce qui fait qu'on a une assemblée parfaitement paritaire, que plus personne ne se pose cette question-là. Et je dois le dire, c'est peut-être une solution dont on pourrait s'inspirer pour arriver à une parité parfaite dans toutes les institutions de notre pays. Dans le Nouvel Obs, Sébastien Mancini, président du conseil départemental, a dit il va y avoir une vraie casse sociale, on ne pourra plus faire autrement parce qu'il y a forcément une casse budgétaire qui vient d'en haut, parce qu'on a 5 000 milliards de dettes, je crois, et plus une dette supplémentaire qu'on ne nous a pas forcément révélée en temps et en heure. Est-ce que justement les départements, les associations, les collectifs craignent ça? Je pense que oui, hein, mais dans quel domaine? Est-ce que vraiment on part sur une catastrophe sociale sur le territoire? Alors, juste là-dessus, moi je pense qu'on va assister probablement, maintenant on va attendre quand même le résultat des débats budgétaires à l'Assemblée nationale, je pense qu'on va assister à un des plus importants plans sociaux dans le milieu associatif.
avec des conséquences quand même qui sont pas juste l'emploi des les assos, leurs salariés, tout ça. Non, il y a de vraies conséquences parce que il faut bien quand même il faut le dire quoi, tel que souvent on dénigre un peu le milieu associatif, mais les acteurs associatifs sont souvent des acteurs sociaux qui agissent au quotidien. Et moi, je parlais des quartiers, mais c'est pas seulement dans les quartiers que ça se passe, quoi. C'est dans tout le territoire, y compris en milieu rural. Donc, effectivement, on a des inquiétudes importantes. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans ce nouveau gouvernement, il n'y a pas de ministère de la ville, qui était alors. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu vraiment beaucoup débattre sur l'utilité d'un ministère de la ville, mais il n'y a pas de ministère de la ville. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas ce que vont devenir ces budgets, quoi, cet argent. Pour l'instant, on n'en sait rien. Et donc il y a énormément d'acteurs dans les quartiers populaires, notamment, qui se posent la question, qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Bon, il reste les collectivités. On se tourne vers les collectivités et puis on lit une interview dans le Nouvel Obs, où on s'informe et on voit qu'elles vont avoir affaire à des difficultés importantes. En vérité, on est un peu dans le brouillard, quoi. On va dire les choses telles qu'elles sont. On va voir comment on peut se débrouiller. Et juste, je finis sur un truc. Ouais. Pour des gens comme moi, mon asso, peut-être on peut se retrouver en difficulté. Mais en gros, on est quand même des anciens, quoi. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et on va se débrouiller, on fera face. Moi, ce qui me préoccupe particulièrement, c'est toutes les dynamiques émergentes. C'est la jeunesse, en fait. C'est les projets des plus jeunes, de ceux qui prennent des initiatives aujourd'hui, qui démarrent et qui ont pas, vont pas peut-être pas trouver la ressource. Et ce qui veut dire que j'espère que, je vais être optimiste, mais qu'on va pas épuiser comme ça faire perdre espoir à la jeunesse. Perdre espoir à la jeunesse. Et moi, je pensais ça parce que moi, je commence à être à un moment où j'ai envie de transmettre, quoi, de passer le relais, quoi. Justement, tournons-nous vers les collectivités. Vincent Gibert, votre avis? Je souris, non pas que la situation soit facile, mais parce que je voudrais pas apparaître comme étant fataliste, mais la réalité, c'est que ce qu'a dit le président du conseil départemental, Sébastien Vincini, est vrai. Aujourd'hui, entre les pertes de ressources qui sont les nôtres dues au fait que une grande partie de nos ressources provient de ce qu'on appelle les droits de mutation, donc c'est les taxes qui sont payées lorsqu'il y a des transactions immobilières. Entre le fait que l'État nous demande un remboursement de TVA parce qu'ils nous ont fait savoir qu'ils s'étaient trompés et qu'il fallait donc qu'on leur rembourse de la TVA. Et entre ce que prévoit le budget Barnier, finalement, c'est 150 millions d'euros d'économies qu'il faudrait qu'on trouve pour l'année prochaine. Et il a, dans l'interview à laquelle vous faites référence, donné un chiffre qui est le chiffre du coût de nos politiques volontaristes. C'est-à-dire tout ce que l'on met en œuvre mais sur lesquels on n'a pas d'obligation. Un exemple, le parcours laïque et citoyen. Un exemple, la gratuité de la téléassistance, qui est le dispositif pour les personnes âgées qui ont un accident chez elles, qui permet d'alerter rapidement les secours. Bref, toutes ces politiques volontaristes, le soutien aux associations sportives, le soutien aux associations de l'éducation populaire, le soutien aux associations culturelles, etc. Lorsqu'on met tout et qu'on prend tout, c'est 25 millions d'euros pour un département comme le nôtre. Là où il faut trouver dans l'urgence 150 millions d'euros. Donc oui, c'est pour ça que le président a tiré la sonnette d'alarme, mais il a tiré dans la sonnette d'alarme en plus non pas dans une idée de tout à coup partir au combat ou dans une forme de combat politicien. Il a tiré la sonnette d'alarme en disant il existe des pistes, il existe des solutions, on peut encore changer les choses pour redonner les ressources nécessaires, pas plus qu'il n'en faut, parce que contrairement à ce que essayent de faire croire certains, c'est pas la gabegie dans les collectivités territoriales, mais en tout cas les ressources qui sont nécessaires à ce qu'on puisse mettre en œuvre nos politiques. Justement, vous parlez en tant qu'élu de la Haute-Garonne. Alors, je dis pas la Haute-Garonne est un département super riche, mais si on pense à d'autres départements plus ruraux, genre l'Ardèche, la Creuse, au hasard le plus beau pays du monde, l'Ariège, voilà, ça va être difficile aussi pour ces départements. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas derrière une volonté, parce qu'on entend parler pas mal d'une volonté de suppression des départements aussi. Oui, ça fait réalité. Beaucoup. Je crois que cette question-là, elle est désormais derrière nous. Elle a été posée il y a peu et
et je pense que cette question-là est vraiment dépassée. Enfin, en tout cas, je l'espère et je le souhaite, parce que dans cette stabilité que j'ai appelée de mes voeux, il est nécessaire qu'on puisse se projeter dans ce que sont nos missions. Et puis, je vous l'ai dit, je vous ai fait un extrait de ce que sont nos compétences. Mais aujourd'hui, nos compétences, elles sont essentielles et elles sont exercées en proximité. Donc, je pense que il faut que les choses perdurent ainsi, quoi. Oui, et puis vous disiez tout à l'heure, c'est quand je vous ai dit vous soutenez le tactico-collectif, vous m'avez repris et vous m'avez dit on est partenaire. Vous avez aussi besoin de pouvoir vous appuyer sur les associations pour certaines missions, voilà, qu'elles peuvent remplir et sur lesquelles le département, comme vous l'avez dit, ne peut pas tout faire, quoi. Oui, on a des partenariats avec des acteurs associatifs, y compris même dans le domaine social, mais on a aussi la volonté d'aller accompagner des acteurs qui améliorent la qualité de vie dans un quartier, qui participent à une dynamique militante à laquelle on croit, parce que je crois moi aussi que le rôle des institutions, comme les nôtres par exemple, sur les questions de racisme qu'on survolait tout à l'heure, le rôle d'une institution, c'est de dire ce qui relève de la loi et ce qui relève du délit, enfin ce qui relève de l'opinion et ce qui relève du délit. Bon, mais nous on est là pour affirmer une parole, mais après il y a des structures associatives qui travaillent au quotidien pour prévenir ces situations, et puis dans une dynamique militante, nous notre responsabilité c'est aussi de les accompagner. Donc finalement c'est un partenariat qu'on tisse sur de nombreux dispositifs. Le parcours laïque et citoyen dont on m'avait dit qu'on parlerait, mais j'en ai déjà parlé avec vous, donc vous le connaissez. Mais par exemple, c'est le choix de dire bon voilà. Face à une méconnaissance de ce qu'est la laïcité aujourd'hui, face à une république qui pouvait apparaître comme étant un peu testée par un certain nombre de fondamentalismes, qui pouvaient être attaqués dans des périodes de troubles où on ne sait pas trop où on se trouvait, on a dit bon on va s'appuyer sur le tissu associatif pour permettre aux enfants d'acquérir les outils pour être des citoyens. Et donc vous avez des structures comme le Tactique Collectif, mais vous avez des structures qui sont bien différentes, qui ont des clés d'entrée qui sont bien différentes, qui interviennent pour pouvoir donner aux jeunes leurs outils de leur émancipation. Nous, on vient pas leur délivrer une pensée, non, on veut qu'ils soient capables de penser par eux-mêmes. Et ça, par exemple, le partenariat qu'on a avec le tissu associatif sur ce projet-là, c'est un peu plus de 170 acteurs associatifs, il fonctionne très bien. Justement, quelques exemples des actions menées par le parcours laïque et citoyen. Oh ouais, elles sont, Vous avez 2 heures encore. Non, mais Ouais, il y en a plein, ouais, c'est vrai. Une minute max. mais vous avez des structures d'associations de l'éducation populaire qui, par exemple, mènent des projets tout au long de l'année en ayant des jeunes à résidence dans les établissements autour de production d'œuvres artistiques, donc culturelles, musicales, par exemple. Je cite la FEV sur les grandes dates qui ponctuent l'année. Donc il y a un travail qui est fait autour de la Journée internationale de lutte contre le racisme, un travail qui va être fait autour de la Journée internationale pour les droits des femmes. Vous avez des structures culturelles qui vont, à travers la création d'un spectacle sur la question de laïcité, participer à ce que les collégiens acquièrent ces codes. Vous avez d'autres structures qui organisent des spectacles, puis ensuite organisent un bord de scène pour que le dialogue se fasse à l'issue de celui-ci. Donc vraiment, on est sur des champs qui sont très variés, mais qui ont tous comme enjeu de sensibiliser les élèves à ce qu'est notre République et à ce qu'est la laïcité. Ça, c'est le commun à tout le monde. Et après, le dialogue peut se faire sur d'autres enjeux. On va terminer cet entretien, Vincent Gibert. Merci d'avoir Déjà été avec nous. Oui, mais on va en faire plein d'autres entre Toulouse et vous, faut se le dire. Tout ça, on va faire des plateaux. C'est le tout début, mais on aura tellement d'autres occasions de parler de tout ça et je crois qu'il y en aura encore besoin. Malheureusement, j'ai envie de dire, et pour longtemps. Heureusement aussi, parce oui. que justement, c'est bien de parler des choses positives. D'ailleurs, dernière question, miniature, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, autant à l'un qu'à l'autre, en tant qu'élu, en tant que responsable associatif, en tant qu'humain? Moi, je ne sais pas ce qu'on peut me souhaiter, mais je sais ce que je souhaite. Je souhaite que ce territoire auquel on a fait référence là, qui est apaisé, dans lequel on vit bien ensemble, il puisse continuer à exister, parce que c'est pas figé, c'est pas une évidence, ça pourrait changer. Donc qu'ici, à Toulouse, comme dans toute la Haute-Garonne, on continue à vivre et à travailler et à s'émanciper et à s'épanouir dans ce territoire qui est très apaisé, et je veux que les choses demeurent ainsi. Vivre et travailler à El País, ça me rappelle un truc. Ça. Alors, je vais peut-être faire le lien avec ce que je disais avant. Moi, finalement, ce que je vais me souhaiter, c'est voilà, de voir émerger plein d'initiatives de la jeunesse, de nouveaux projets, voilà, qu'on puisse nous, on est aujourd'hui beaucoup dans cette dynamique-là, qui est de l'accompagnement de projets.
Bon, voilà, j'en ai cité quelques-uns, mais si on rentrait dans le détail de tout ce qu'on fait, et on a pas mal d'actions, notamment en termes d'accompagnement des jeunes sur ces quartiers-là, notamment vers les métiers du spectacle, vers ces univers-là. Et voilà, donc moi je me souhaite ça, quoi, c'est de voir plein de nouveaux projets émerger. Et puis, si je reviens, j'aurai l'occasion de vous en présenter quelques-uns. Ah bah, avec plaisir. C'est ça Merci, l'idée. Salam Et puis Okran. ça peut peut-être créer des vocations. C'est vrai. Merci beaucoup, messieurs, Merci d'avoir à vous. été avec nous dans Toulouse et vous. Et on continue Merci beaucoup. avec la suite, bien évidemment. Restez avec nous, pensez à vous abonner et à liker, à partager, à en parler autour de vous.